Ce qui est en train de brûler ici ne peut plus être remplacé. Cela nuit donc beaucoup à la Russie. Plus d'informations dans le reportage. 15. 5.6.2025. Nous sommes au 5. Année et de celle-ci, le 113e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons assister à une véritable défenestration. Nous allons également examiner quelles sont les conséquences lorsque l'on ne peut plus vraiment entretenir les choses. Nous allons aussi examiner la récente attaque aérienne sur Kiev et bien d'autres sujets. Mais juste avant cela, félicitations pour la journée des anciens combattants. Je peux m'y inclure moi-même. À ce stade, un grand merci à tous nos anciens combattants qui ont souvent accompli des choses extraordinaires dans ce pays et qui, à mon avis, ne sont pas assez reconnus. À Rostov-sur-le-Don, le colonel Oleg Sokolenko, commissaire militaire des districts de Proletarsky et Pervomaïski, est décédé après une chute par la fenêtre, selon les médias russes. Ce n'est même pas un euphémisme, c'était vraiment une chute par la fenêtre. En effet, selon le portail local Bloc Nord Rostov, il a été retrouvé inconscient et blessé près de son domicile, sous une fenêtre ouverte dès le milieu de la semaine dernière. En effet, il est tombé de cette fenêtre. Plus tard, il a succombé à ses blessures. Les enquêteurs privilégient actuellement la thèse du suicide. Selon le rapport, une lettre d'adieu a également été retrouvée, dans laquelle il faisait ses adieux à ses proches. Cependant, il n'aurait pas laissé d'explication pour son geste présumé. Officiellement, ces informations n'ont pas encore été confirmées. Cependant, le poste du commissaire militaire est désormais indiqué comme vacant sur le site web du bureau du service militaire compétent. Sokolenko gérait le recrutement, le service militaire obligatoire et la mobilisation dans sa zone, des sujets particulièrement sensibles depuis le début de la guerre. Ce qui rend l'histoire encore plus remarquable, en Russie, les cas où des personnalités connues du monde politique, économique, militaire et administratif meurent après être tombées par la fenêtre ou dans d'autres circonstances dangereuses et inhabituelles se multiplient depuis des années. Rien que ces dernières années, il y a eu toute une série de tels cas. Parfois, il s'agissait de dirigeants de grandes entreprises d'État qui se seraient suicidés, certains affirmant qu'ils se sont décapités eux-mêmes. Il s'agissait parfois d'oligarques, de militaires ou de hauts fonctionnaires. S'y sont ajoutés des attentats visant des hauts gradés, comme l'explosion récente d'une voiture piégée à Moscou ou d'une trottinette électrique causant la mort d'un général ou d'un aide de camp. Bien sûr, dans le cas de Sokolenko, il n'y a jusqu'à présent aucun indice d'un crime. De toute façon, si c'était les Ukrainiens, les Russes le cacheraient, car cela signifierait une victoire ukrainienne. Si les Russes l'avaient fait eux-mêmes, ils le cacheraient logiquement aussi et qualifieraient simplement cela de suicide. Attendez une seconde, quelque chose de similaire s'est justement produit ici. Ou alors il s'est effectivement suicidé, ce qui, si l'on regarde les derniers cas, semble désormais assez improbable, sans vouloir bien sûr l'exclure totalement. Néanmoins, la nouvelle devrait susciter des discussions en Russie, non seulement en raison de sa fonction de commissaire militaire, mais aussi parce que la phrase « un haut fonctionnaire russe meurt après une chute par la fenêtre » est désormais une formulation qui rend beaucoup de gens automatiquement très sceptiques. On pourrait penser qu'une vidéo de Léon Tang a été tournée en Crimée. En réalité, elle provient de la région de Moscou. La recherche d'essence passe donc à la vitesse supérieure. Et plus tard, nous verrons ce que les blogueurs militaires russes en disent, car cela devient extrêmement intéressant de savoir où il manque actuellement du carburant. Mais restons encore un instant sur l'essence. Selon le porte-parole de la marine ukrainienne, aucun pétrolier n'a transité par le port de Tuapse le mois dernier. La raison en serait les attaques ukrainiennes répétées contre la raffinerie de Tuapse, ainsi que la proximité de la mer Rosneft. Tuapse est, ou plutôt était, l'un des ports d'exportation russes les plus importants sur la mer Noire jusqu'à sa destruction. D'importantes quantités de pétrole russe transitaient par ce nœud vers le marché mondial. Il parle même d'environ 20% des exportations russes de pétrole par pétrolier qui transitaient par ce port. Une raffinerie en feu fait la une des journaux. Un port qui n'exporte plus du tout de pétrole coûte quand même de l'argent. Et pas qu'un peu, mais une grande somme d'argent dont la Russie a besoin pour la guerre. Désormais, près d'1 rouble sur 2 du budget de l'État russe va directement à la guerre, à l'armement ou à l'appareil de sécurité. Et si le plus grand port pétrolier russe de la mer Noire est effectivement resté pratiquement à l'arrêt pendant 1 mois, c'est exactement le genre de dommage qui cause beaucoup plus de maux de tête à Moscou que n'importe quel camion détruit sur le front.
Les guerres nécessitent des fonds autant que des munitions et entraînent toujours une transformation économique. Et dans le cas de la Russie, la principale source de revenus est justement l'exportation d'énergie. Après avoir vu ces dernières années, à plusieurs reprises, des images de soldats progressant dans des canalisations d'eau usées, des égouts ou des conduites désaffectées, il semble qu'il existe désormais même des exercices spécifiquement pour ce type d'opération. Il faut au moins leur reconnaître une chose. Lorsqu'une tactique est utilisée à plusieurs reprises, ou qu'elle a parfois été couronnée de succès du côté russe, elle finit par faire partie de la formation standard. Pour certains, cela paraît absurde. D'autres armées s'entraînent au combat urbain ou aux opérations aéroportées, tandis que les Russes s'exercent à nouveau à progresser dans les canalisations d'eaux usées. Mais comme nous l'avons vu par le passé, à l'exception de la dernière grande attaque, cela a en fait plutôt bien fonctionné, notamment pour creuser des tunnels sous les positions ukrainiennes. Les drones surveillant le front, repérant et ciblant vite les mouvements à découvert. C'est pourquoi les conduites conviennent évidemment très bien, mais nous avons aussi vu que les Ukrainiens, par le passé, les ont simplement remplis de fils barbelés, ou ce qu'ils ont aussi fait, c'est de les miner tout simplement. La Russie a de nouveau mené une attaque aérienne massive contre Kiev la nuit dernière. Selon les chaînes de surveillance, il y a eu plus de 25 tirs de missiles balistiques et 7 missiles hypersoniques, Zircon environ 28 missiles de croisière, Kh-101, ainsi qu'environ 480 drones qui ont été utilisés ici. Ces chiffres à eux seuls montrent à quel point le caractère de la guerre a changé. Il y a quelques années, une attaque avec quelques dizaines de projectiles aurait déjà été considérée comme exceptionnelle. Aujourd'hui, nous évoquons des centaines de drones et divers missiles issus de presque tous les systèmes d'armes majeurs de l'arsenal russe en une nuit. Le missile Zircon pose particulièrement problème, car elle fait partie des systèmes d'armes russes les plus modernes, et elle vole à une vitesse extrêmement élevée. Pour les habitants de Kiev, cela signifie une nouvelle nuit dans les abris, rythmée par sirènes, explosions et tirs anti-aériens. Et malheureusement, il ne semble pas pour l'instant que de telles nuits deviennent plus rares. La Russie a également frappé le monastère troglodyte lors de la dernière attaque de grande envergure. Un lieu qui a une importance bien au-delà de l'Ukraine, car le monastère troglodyte de Kiev a été fondé dès 1051 et compte parmi les centres les plus anciens et les plus importants du christianisme orthodoxe. Pour le monde orthodoxe, il a une importance qui peut tout à fait être comparée à celle d'autres grands centres religieux. Depuis des décennies, ce site fait également partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est précisément pour cette raison que cet événement devrait attirer l'attention bien au-delà de l'Ukraine. Ici, il ne s'agit pas d'un simple bâtiment administratif, d'une habitation ou d'un complexe industriel endommagé. Nous parlons ici de l'un des symboles religieux et culturels les plus importants d'Europe de l'Est. Un lieu qui a survécu à des guerres, des révolutions, l'effondrement d'empires et près d'un millénaire d'histoire. Ce qui est particulièrement amer, c'est le récit russe selon lequel cette guerre serait menée pour protéger la population russophone, l'histoire commune et la culture orthodoxe, qu'ils viennent littéralement de bombarder. À ce stade, un grand merci pour 75 000 abonnés, il faut s'imaginer, c'est un nombre incroyable de soutien pour cette chaîne. Merci beaucoup pour cela. Si vous souhaitez en faire un peu plus, devenez également membre de la chaîne, je vous y invite. Vous bénéficierez alors de quelques avantages et vous soutiendrez encore davantage la chaîne. Dans la région d'Irkoutsk, il y a un site fantôme. Un bombardier stratégique de type Tu-22 M3 s'est écrasé lors d'un vol programmé. Selon les premiers rapports, l'équipage aurait pu s'éjecter grâce au siège éjectable, mais aucune confirmation officielle sur leur état n'a été donnée. Le Tu-22 M3 fait partie des principaux vecteurs russes de missiles de croisière et est régulièrement utilisé pour des attaques contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Celui-ci est également théoriquement réservé à l'utilisation de bombes atomiques. Chaque avion est donc particulièrement précieux et c'est précisément pour cette raison que cette information est si intéressante. La Russie possède encore un certain nombre de ces bombardiers dans son arsenal, mais elle n'en produit plus de nouveaux. Chaque perte réduit donc durablement la flotte disponible. Que l'avion soit perdu à cause d'une défaillance technique, d'un accident ou lors d'une mission de combat. De plus, l'aviation stratégique russe subit déjà une forte pression. L'opération ukrainienne Spiderweb a d'abord endommagé ou détruit plusieurs avions stratégiques sur des bases aériennes russes. Et maintenant, une nouvelle perte due à un crash qui aurait probablement pu être évité si l'on avait pu entretenir les avions. Cela reste presque impossible à cause des sanctions et de la pression de la guerre. Un accident, bien sûr, est tout autre qu'une attaque réussie. Mais pour les forces aériennes russes, cela ne fait finalement aucune différence, car un Tu-22 M3 écrasé ne peut plus tirer de missiles de croisière. Et c'est bien là le problème.
La flotte russe de bombardiers à long rayon d'action ne s'agrandit pas, elle diminue, lentement, mais continuellement. Encore une fois, l'un des nombreux camions-citernes russes a été détruit lors d'une attaque de drones ukrainiens. Le drone viendrait cette fois du service de renseignement militaire ukrainien, le HUR. C'est donc un autre signe que, désormais, presque toutes les forces armées, et non plus seulement des unités de drones, spécialisées participent à de telles attaques sur la principale route d'approvisionnement de la Russie. L'attaque s'est produite à l'est de Mélitopol, donc bien derrière leur propre ligne de front. Des blogueurs militaires russes indiquent qu'il n'y aurait parfois plus d'essence dans certaines zones du Donbass. De nombreuses stations-service le long des routes seraient un tas sec. Par ailleurs, des soldats russes se plaignent d'être interdits de remplir eux-mêmes de carburant acheté à leurs frais dans des fûts. Et c'est à ce moment-là que l'histoire devient intéressante pour l'armée. Un char sans carburant ne bouge plus. Un camion sans carburant n'est en réalité plus qu'un obstacle sur la route. Et une unité de drone sans carburant ne peut plus faire fonctionner ses générateurs ni recharger ses drones. Parce que beaucoup de gens oublient justement cela, eux aussi dépendants du carburant. C'est pourquoi les chaînes russes recommandent désormais aux volontaires d'apporter 20 litres d'essence au front plutôt que des biscuits ou des sucreries. Cela ressemble plus à un groupe de partisans des années 40 qui doit se faire approvisionner par la population civile qu'à l'armée d'un État qui se considère lui-même comme la plus grande superpuissance énergétique. J'ai aussi trouvé révélatrice la remarque d'un blogueur russe qui a demandé comment, dans une guerre mécanisée, on pouvait avoir des problèmes de production, stockage et approvisionnement en carburant. Nous savons d'où viennent ces problèmes. Ils ne viennent pas directement du côté russe, même si, indirectement, c'est le cas. Ces faits prouvent l'efficacité des sanctions cinétiques, comme en témoignent les incendies hebdomadaires de dépôts. C'est le point essentiel. La Russie ne manque pas de pétrole. La Russie possède d'énormes réserves de pétrole. Le problème, c'est que le pétrole dans le sol ne sert à rien à personne. Il doit être extrait, raffiné, transporté, stocké et distribué. C'est justement cette chaîne qui est attaquée depuis des mois. Pour les habitants de la Crimée, cela signifie désormais des temps d'attente de 12 à 20 heures pour 20 litres d'essence. Pour les soldats russes, le carburant devient soudainement quelque chose à organiser, et non plus à recevoir simplement. Et si cela a déjà la même signification pour l'armée que pour le personnel civil, alors on a un gros problème. Et lorsque les soldats commencent à considérer l'essence comme quelque chose de plus précieux à ramener que des colis alimentaires, cela en dit bien plus sur la situation que n'importe quelle déclaration officielle de Moscou, si jamais il y en a une. Je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne, l'équipe Algo, ainsi que le lieutenant-colonel René Kessler, Dietrich Freddy et Mai Mayhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine mise à jour de la situation.